Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel événement de Finance Innovation. Un très très beau panel sur la lutte contre la fraude à l'heure de l'IA, sujet évidemment d'actualité avec des points de vue d'experts que vous allez découvrir tout à l'heure. On est très heureux de vous accueillir sur place, bien sûr, et puis pour toutes les personnes qui sont connectées à distance. Un mot rapide sur Finance Innovation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Finance Innovation est un pôle de compétitivité. Donc, nous faisons partie d'une politique publique qui a créé des clusters dédiés à tous les secteurs d'activité. Donc, il existe aujourd'hui une cinquantaine de clusters comme Finance Innovation partout sur le territoire et dédiés à tous les secteurs d'activité. Vous en avez sur l'aéronautique, l'automobile, les biotech, etc. Et Finance Innovation est donc le cluster dédié à l'innovation dans le secteur financier. Nous sommes une association à 1901. Nous avons 600 membres, donc, dont nos chers membres qui sont ici sur le panel et puis aussi dans le public. On adresse l'écosystème financier dans toute sa diversité, tout son panel. Donc, on adresse bien sûr la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, mais aussi toute la partie finance durable, tout ce qui concerne les directions financières des entreprises, la partie immobilier également sur l'investissement, la gestion des risques, et aussi tout ce qui concerne la DeFi, donc le Web3, la finance décentralisée, les cryptos, etc. Ce sont des sujets que l'on va adresser. Notre rôle est très simple, c'est d'accompagner l'écosystème dans toute l'émergence d'innovations et de solutions qui vont permettre de transformer le secteur. Donc à la fois accompagner les startups qui sont innovantes, qui vont proposer des nouvelles solutions, qui vont apporter de l'agilité pour notre écosystème, et bien sûr accompagner aussi les grands groupes qui, eux, ont déjà mis en place évidemment beaucoup de démarches sur l'innovation et qui peuvent bénéficier du coup d'un outil supplémentaire, une ouverture quelque part pour l'ensemble de l'écosystème, pour rencontrer les autres acteurs, rencontrer des startups, rencontrer leurs confrères sur les dernières tendances d'innovation. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes intéressé par cet écosystème. Évidemment, on est fort de nos membres, donc plus on a de membres, plus on a un écosystème dynamique. Donc, on serait évidemment ravis de vous présenter Finance Innovation plus en détail. Quelques petites actualités à venir. Donc, en septembre, le 9 septembre, on va avoir un événement sur les RegTech, donc toute la partie conformité, KYC, aussi lutte contre la fraude, fonction de contrôle, etc. En novembre, on va avoir un événement qui s'appelle le DAF Day, donc qui va concerner la digitalisation des fonctions financières. Et donc là, on adresse vraiment tous les secteurs de l'économie. Et en décembre, l'événement Insure Day, le 17 décembre, qui aura lieu donc à Station F, une journée dédiée vraiment à l'innovation dans le secteur de l'assurance. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site. Vous avez à la fois donc, sur la partie événements, tous les événements comme celui d'aujourd'hui, plus petits événements, mais aussi les gros événements auxquels vous pouvez vous inscrire. Et nous avons aussi sur la partie actualité des études. Donc, nous publions des études avec des partenaires. Nous avons notamment sorti une étude récemment sur l'IA générative. Donc voilà, mais aussi sur le Web3, la DeFi, sur la finance durable, etc. Donc, n'hésitez pas à explorer un petit peu le site et la partie actualité, expertise et études. Vous avez pas mal de documentation qui sont disponibles. Je ne vais pas prendre plus de temps. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce bel événement. Et puis, je vous souhaite une bonne conférence. Merci Nicolas. Bonjour à tous, Brice Barouche. Donc, pour ma part, je suis directeur France de la société Provenir. Provenir qui met à disposition un agrégateur, nouvelle version, on va dire. Et aujourd'hui, je suis invité par LexisNexis pour vous présenter cette conférence dédiée à la fraude et à l'IA. Et je suis accompagné aujourd'hui d'experts en la matière que je vais laisser se présenter. Donc, j'ai un micro. Donc, Johan Uloa, je suis dans les équipes Solution Consulting chez LexisNexis Risk Solutions. Donc, mon rôle consiste à bien comprendre quelles sont les problématiques de fraude qui sont rencontrées par nos clients. Donc, il y a un aspect où il faut se mettre un peu dans les chaussures du fraudeur. Et donc, il y a un côté assez ludique. Et puis, donc, oui, ça, c'est un des aspects. Et donc, il s'agit aussi de proposer les solutions qui sont les mieux adaptées aux problématiques qui sont rencontrées. Marc Audiste. 1, 2.
marche? Ouais. Marco Di Stasio, je suis data scientist à BNP Paribas dans l'équipe lutte contre la fraude. Donc, je développe et j'aide à développer les modèles de détection de fraude pour les événements digitaux, donc tout ce qui se passe sur l'application et sur le web et sur les chèques. Et donc, bonjour à tous, Robin Devals, directeur des opérations chez Pledge. Pledge opère dans ce qu'on appelle le BNPL, donc Buy Now, Pay Later, les facilités de paiement, paiement 3 fois, 4 fois, paiement différé. Filiale à 100% de Crédit Agricole, donc Crédit Agricole Personal Finance and Mobility depuis 1 an. Et donc, on opère maintenant beaucoup pour la marque Sofinco, sur tout ce qui est paiement en 3-4 fois sur le web et en boutique. Donc voilà. Et également, on travaille en étroite collaboration avec Threatmetrix. Merci pour ces introductions. Donc, ça va être intéressant puisqu'on a plusieurs secteurs d'activité dans la finance, entre les transactions et tout ce qui va être financement, plus un spécialiste issu de LexisNexis. Je voulais introduire cette conférence par quelques chiffres. Donc, les derniers chiffres que j'ai pu trouver issus des analyses de la Banque de France. Sur le premier semestre 2024, il y a eu aux environs de 600 millions d'euros de fraude bancaire. Sur ces 600 millions d'euros, la moitié concerne des fraudes au paiement. Et pour le reste, c'est plus du virement à 29%, il me semble, et puis le chèque qui arrive en dernière position puisque le chèque est de moins en moins utilisé. Autre chiffre frappant, 4 millions de transactions sur le premier semestre 2024 ont été identifiées comme des transactions frauduleuses. Et au total, en fait, on se rend compte qu'il y a à date 0,16% de toutes les transactions réalisées en France ont été considérées comme des transactions frauduleuses, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, pour nous, providers, ça nous permet de nous dire qu'on a du boulot pour encore longtemps. Néanmoins, il est important d'agir et de mettre à disposition des établissements financiers des solutions qui peuvent permettre de réduire ces tentatives de fraude. Puisque là, on ne parle que des fraudes identifiées. On sait très bien qu'il y a beaucoup de fraudes qui passent sous les radars. Puisqu'on est sur le sujet de l'IA, j'aurais voulu commencer par toi, Joanne. Il y a beaucoup de terminologie autour de l'IA, et notamment, si tu pouvais nous expliquer quelle différence tu fais entre ce qu'on détermine comme étant IA et machine learning, puisque c'est un peu la genèse, quelque part, de l'IA. Oui, alors. Alors, oui, peut-être. Alors, en premier lieu, peut-être 2 mots sur LexisNexis Risk Solutions, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc, 2 pôles d'activité. Un pôle où on va vous aider à entrer en conformité en ce qui concerne des réglementations qui sont liées au financement du terrorisme, au blanchiment d'argent et au respect des listes de sanctions. Et un autre pôle auquel j'appartiens, où on va vous aider à lutter contre la fraude. Alors, pour revenir à ta question, effectivement, je trouve que c'est vraiment très intéressant de commencer par un point de terminologie, parce que le terme intelligence artificielle est souvent utilisé à mauvais escient. Donc, je me suis dit que ce serait pertinent de commencer par essayer de définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais la chose n'est pas facile puisque, en fait, il y a plusieurs définitions de l'intelligence artificielle. On a des définitions philosophiques. Alors, si on veut rester technique, bien, je citerai Cédric Villani, qui fait quand même référence pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, et qui dit que l'intelligence artificielle, c'est n'importe quel algorithme qui automatise une tâche qu'on aurait cru réservée à des humains. Et il ajoute en plaisantant « et qui fait le buzz ». Donc, l'intelligence artificielle, c'est ça. Donc, par exemple, générer du contenu pertinent, ça, c'est vraiment surprenant. Donc, on se dit, ça, c'est de l'intelligence artificielle, mais lutter contre la fraude en disant tiens, cette transaction en temps réel, elle a plus de chances d'être frauduleuse que cette autre transaction,
Ça, on se dit non, c'est pas de l'intelligence artificielle. Et pourtant, c'est bien de l'intelligence artificielle. Et donc, pour répondre à ta question, la différence entre l'intelligence artificielle et le machine learning, en fait, le machine learning est une sous-partie de l'intelligence artificielle. C'est une technique qui permet de faire de l'intelligence artificielle. Et donc, finalement, de l'intelligence artificielle, il y en a vraiment beaucoup partout. Et donc, il faut avoir aucun complexe en disant qu'on lutte contre la fraude en faisant de l'intelligence artificielle. Merci pour cette explication. Et du coup, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais me tourner vers Robin et Marco, donc respectivement chez BNP et Pledge Crédit Agricole, Personal Finance. J'aurais aimé que vous puissiez nous dire, vous, quelle utilisation vous en faites de cette intelligence artificielle appliquée à la lutte contre la fraude. Du coup, à BNP, on utilise, comme Joanne le disait, du machine learning pour détecter les transactions frauduleuses. Surtout, on n'utilise pas à date d'IA générative comme ce qui fait le buzz dernièrement. Mais du coup, on utilise les bases de données classiques avec les modèles de machine learning classiques pour détecter les événements rares que sont les événements frauduleux. Ok. Et est-ce que tu as la possibilité de nous partager un cas d'usage que tu as pu constater dans ton activité? En termes d'usage des fraudeurs ou d'usage de… Alors, je dirais les deux. Côté fraudeur, est-ce que vous avez subi des attaques qu'on pourrait qualifier d'IA, enfin assisté par l'IA en tout cas? Oui. Est-ce que ça, c'est des choses qui arrivent? On parle souvent par exemple de deepfake ou de choses comme ça. Est-ce que c'est déjà le cas chez vous ou pas encore? Alors les deepfakes, on n'a pas eu, on n'a pas connaissance de cas comme ça, mais si on prend la définition de Cédric Villani, il y a des robots qui automatisent un petit peu les tâches pour les fraudeurs, dans le sens d'aller chercher des numéros de téléphone ou des adresses email qui sont utilisées dans certains comptes. Par exemple, Amazon, si tu rentres une adresse mail dans le compte et que tu fais oublier le mot de passe, il va te dire directement est-ce que l'adresse mail existe ou pas. Et comme ça, le fraudeur sait que cette adresse mail a un compte lié à Amazon. Et donc, avec les robots, il va pouvoir tester énormément d'adresses et voir en fonction du retour du site, savoir si un compte est lié à ce site-là ou pas, et pourra, à partir de là, construire ses fraudes. Et s'il veut faire des fraudes Amazon, par exemple, il va envoyer des faux mails Amazon à toutes ses adresses email. Et pareil pour les numéros de téléphone sur d'autres choses comme ça. Et donc ça, c'est pas forcément de l'IA dans laquelle on l'entend, mais c'est une tâche qui est automatisée, qu'on aurait pu un jour se dire que c'était réservé à l'humain. Et donc, avant l'IA générative, il y avait aussi des scripts qui étaient faits, par les réseaux des organisations de fraudeurs lors des appels téléphoniques pour manipuler un petit peu la victime cliente, où c'était un arbre de décision. Si le client dit ça, alors tu réponds ça, sinon tu réponds ça, puis ensuite s'il a dit ça, tu réponds ça, etc. en cascade. Et avec les IA génératives, en fait, c'est très facile de faire quelque chose de continu et d'automatique, et voire d'arriver à un script audio qui permet en fait de même plus avoir d'intervention humaine, et c'est juste une voix IA qui a l'air humaine, qui se fait passer pour un conseiller par exemple, et qui du coup fait cet arbre de décision tout seul sans intervention humaine. Oui, déjà il y a une belle évolution. Et alors après on reviendra donc comment vous réussissez à vous prémunir de ce genre d'attaque. De ton côté, Robin, chez Pledge, qu'est-ce que vous avez pu constater comme récente attaque avec ou non assistance de l'IA, en tout cas qu'on qualifie d'IA? Nous déjà… Tout le monde y passe. Pardon. Pour mettre un peu de contexte, je pense que les enjeux sur le crédit conso globalement, et plutôt
facilités de paiement, enfin, pour les fraudeurs, c'est quand même des sommes beaucoup moins importantes que sur de la banque classique. Ça va être c'est des paniers assez faibles où bon, la fraude, elle est un peu plus, je dirais, moyenâgeuse. On n'a pas eu de grosses attaques liées à l'IA. Alors, peut-être qu'on ne les a pas vues, hein, malheureusement pour nous, mais on n'a pas eu tant que ça. Après, ce que j'aimerais souligner, c'est que notre business est un peu particulier pour de la facilité de paiement. On est sur des expériences en ligne de paiement. En fait, il faut que l'expérience soit le plus fluide pour le client. Ouais. Et donc, il faut qu'on demande le moins de données possible. Tout simplement parce que c'est le marché qui veut ça aussi, hein. On a beaucoup de concurrents qui demandent le moins de données possible. Donc, si on en demande plus que les autres, on est un peu mis sur la touche, disqualifié par les commerçants avec qui on travaille. Donc l'idée est de prendre le moins de données possible de la part du client et par contre d'en requérir le plus possible, soit de bases de données tierces, donc c'est en ça notamment qu'on utilise pas mal ThreatMetrix, soit d'autres prestataires où on se débrouille pour avoir accès à des données du client sans même que lui les rentre. Donc on a par exemple des logiques liées à l'open banking, où en fait via un parcours qui est quand même assez fluide, on va recueillir tout un nombre de données assez fourni sans même que le client n'ait à les entrer en fait. Du coup, pour le client, mettre des fausses données, oui c'est possible, mais vu qu'on en prend quand même assez peu, le champ est restreint et donc on n'a pas eu forcément d'utilisation de l'IA là-dessus. C'est pareil, on voit pas mal de modèles d'IA génératifs pour générer des faux documents, tout ce genre de choses. Sur des parcours BNPL en 3-4 fois, on demande très très peu de documents, donc notamment peu de documents d'identité. Donc on n'a pas vraiment affaire à ce type de fraude. Je le redis, c'est plutôt du moyenâgeux qui se voit assez rapidement. Alors pour le coup, en défensif, on bosse beaucoup avec des modèles de machine learning. Donc on a 2 modèles de machine learning qui sont en prod depuis maintenant pas mal de temps. Et qui arrêtent un très grand nombre de fraudes. Donc on bosse beaucoup avec eux et donc ça se voit assez bien. Maintenant, je le dis, comme tu l'as dit en introduction, il y a la fraude qu'on détecte, celle qu'on ne détecte pas. Alors nous, de notre côté, on a bien entendu sur le BNPL, les marges sont assez faibles, donc on a un taux de risque à garder sous contrôle. On sait que ce taux de risque, il est composé d'un peu de fraude. Après, il est composé aussi d'autres impayés qu'on peut attribuer à de la solvabilité ou autre. Il y a peut-être de la fraude qui traîne là-dedans aussi, quoi. Assurément, oui. Donc, si je comprends bien, finalement, votre stratégie pour éviter de subir l'IA, c'est d'aller à la source le plus possible et donc de moins solliciter le client. Mais je pense tous les établissements financiers essayent de demander le moins possible d'informations. Et oui, la stratégie d'aller à la source, en effet, certainement bénéfique. Est-ce que c'est un peu le même principe chez vous à BNP ou Oui, c'est un peu le même principe parce que on voit beaucoup d'ingénierie sociale où en fait ce qu'on peut demander au client, le fraudeur peut le demander aussi. Ouais. Donc finalement, c'est pas forcément fiable de demander au client. Donc on va chercher des données que le client donne sans même savoir, par exemple, juste avec le device, par exemple, ou avec l'aide de ThreatMetrix aussi pour avoir ces informations avec la connexion d'un nouveau device. À ces choses-là. Et aussi, un des objectifs, c'est, dans le cadre de l'ingénierie sociale, c'est de créer une rupture dans le flot d'hypnose, entre guillemets, qu'il y a lorsque le client est victime d'ingénierie sociale. Le fraudeur arrive un peu à manipuler, à mettre dans un état de stress le client, et donc il va faire un peu toutes les tâches que le fraudeur lui dit de faire de manière un peu automatique. C'est pour ça que je parle un peu d'hypnose, même si c'est pas tout à fait ça, mais il y a eu des discussions avec des psychologues qui disent que c'est un état qui est simili-hypnose. Et une des stratégies, c'est de créer une rupture dans cet état et de mettre quelque chose d'incohérent dans le parcours sur l'application web pour que le client il dise « Oula, c'est quoi ça ?» et qu'il reprenne un peu ses esprits pour qu'il arrive à avoir des pensées cohérentes sur qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est un exemple intéressant et je crois qu'on pourra développer un peu plus tard parce que on se rend compte que même côté fraudeur, il y a un mix à avoir entre l'IA et l'humain finalement. Eux aussi, cette manipulation quelque part, elle n'est pas encore faite, en tout cas par l'IA générative.
Là, c'est des vraies personnes qui sont au bout. Et j'ai oublié le citer tout à l'heure, mais la fraude par manipulation représente un tiers des fraudes, les 600 millions d'euros. Sur le premier semestre 2024, il y en a 200 millions qui sont liés à la manipulation, en fait. Ok, intéressant retour. Et justement, puisqu'on parle de manipulation, de phishing, j'aurais voulu solliciter notre expert ici présent, Johan. Toi qui t'y connais, est-ce que tu réussirais à nous faire une petite démo de voilà, comment un fraudeur s'y prendrait pour essayer de manipuler un utilisateur d'un établissement financier, enfin d'un service d'un établissement financier? Alors, il y a toujours un côté risqué avec les démos, mais justement, je vais m'y risquer. Alors, donc, ce que j'ai voulu faire, je me suis dit, quand on a vu en fait cette émergence de l'intelligence artificielle générative, je me suis dit que très vite, les fraudeurs s'empareraient de ça pour pouvoir démultiplier leurs possibilités. Là, actuellement, quand il y a une personne, un fraudeur qui manipule une victime, vous avez un fraudeur, une victime. Mais si demain, l'intelligence artificielle est en mesure d'entrer en interaction avec les victimes, vous avez une capacité à passer à l'échelle, enfin les fraudeurs auront une capacité à passer à l'échelle, ce qui va démultiplier le problème. Donc j'ai fait quelques recherches pour savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle serait utilisable dans ce contexte-là. Et donc je me suis un petit peu amusé avec une de ces intelligences artificielles. Et donc, on va réaliser une interaction. On va voir si ça fonctionne. Alors, je vais mettre le volume à fond. Allô? Allô? Bonjour. Est-ce que je parle bien à monsieur qui n'existe pas? Oui, c'est bien moi. Je suis Hervé Durand du service de lutte contre la fraude de votre banque No Real Money. Pour des raisons de sécurité, pourriez-vous me confirmer votre date de naissance? Je suis né le 12 juillet 1984. Merci. Nous avons détecté des transactions suspectes depuis l'étranger, dont une de 2 730 €. Est-ce que vous en êtes à l'origine? Ah non, non, ce n'est pas moi qui ai réalisé cette transaction. Pour le moment, rien de grave. Ces transactions ne sont pas encore concernées, mais il va falloir agir vite. Je vais faire une demande d'annulation et vous allez recevoir une notification push pour la confirmer de l'annulation. Attendez, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment à ma banque? Je comprends votre inquiétude. Je vous conseille de raccrocher et de rappeler le service client de notre établissement pour vérification. Toutefois, si nous voulons annuler les transactions, il faut agir urgemment. Si nous ne le faisons pas maintenant, les transactions risquent d'être confirmées. Que souhaitez-vous faire? Je souhaite les annuler. Très bien. Vous allez recevoir une notification d'annulation. Il vous suffira de la confirmer pour que l'annulation soit effective. Une fois cela fait, vos fonds seront sécurisés et les transactions suspectes seront annulées. Je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Mais attendez, je viens de recevoir un push notification, mais c'est pour un paiement. Il s'agit de confirmer un paiement. Oui, c'est normal dans ce genre de circonstances. C'est la procédure standard pour annuler ce type de transaction. Je comprends votre surprise et je vous invite à rappeler notre établissement pour toute confirmation supplémentaire. Cependant, si nous n'agissons pas maintenant, je ne suis pas certain de pouvoir bloquer cette transaction. Pour annuler la transaction, il vous suffit de confirmer la notification. Que souhaitez-vous faire? Je vais confirmer. Très bien. Une fois que vous aurez confirmé, les transactions suspectes seront annulées et vos fonds sécurisés. N'hésitez pas à nous recontacter pour toute question supplémentaire. Voilà, donc en fait… Pas mal. Pas mal. Allô? Je ne sais pas si ça fonctionnait à distance. Il y avait du son ici. Ah bon, bon. Donc ce que j'ai voulu mettre en lumière, c'est qu'en fait, on peut
vraisemblablement, les fraudeurs vont utiliser ce genre de technologie pour perpétrer des fraudes, et que là, en l'occurrence, il s'agit d'un modèle qui est grand public et qu'il est possible de détourner le modèle de ses intentions, et c'est d'autant plus facile si on utilise un modèle qu'on va télécharger et utiliser en local. Donc, voilà ce que je voulais… Ouais, à condition de l'entraîner dans un contexte spécifique de fraudeur, typiquement, ça peut être beaucoup plus performant encore que ça. Là, oui, juste là, on a vu qu'il y avait quand même un petit peu de latence. Ouais. Mais bon, quand même, le scénario tient la route et il arrive quand même à répondre aux objections. Alors, peut-être que pour les cas où il y a beaucoup d'argent en jeu, ça restera un humain qui est doué pour réaliser cette tâche. Mais je me dis que ça va certainement intéresser des fraudeurs de revendre ce service, Ouais. donc de créer ce service et de le revendre pour gagner de l'argent en le faisant, quoi. Ouais, les technologies d'IA et robotisation, par exemple, peuvent démultiplier ce genre d'approche des millions ou des milliards de fois, et évidemment, les personnes les plus fragiles, en tout cas, peuvent se laisser berner plus facilement. Oui, c'est ça. Le fait d'avoir quelque chose qui ne requiert pas de l'humain pour faire ça, Ouais. ça fait que une personne peut déployer cette conversation qu'il y a eu des milliers de fois. Ouais. Et même si du coup, il n'y a que 1% de ces conversations qui finissent, ça fait quand même 10 fraudeurs pour un temps humain, ou qui leur fait qu'une personne qui n'aurait pas forcément réussi à frauder. Ouais. Donc le résultat pour le fraudeur, c'est in fine plus d'argent, et c'est ce qu'il cherche. Et Ouais. il cherche pas la transformation à tout prix. Enfin, il cherche pas un haut taux de transformation, il cherche une transformation. Une transformation dans l'absolu. À minima, ouais. Ok. Merci, Johan, pour cette démonstration. Alors, une des technologies qui peuvent aussi permettre de réduire les tentatives de fraude, on le sait notamment quand il y a des falsifications ou des usurpations d'identité, c'est le device fingerprint. Est-ce que, Johan, tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette technologie, ce qu'elle apporte, comment elle est utilisée? Oui, alors, en fait, pour lutter efficacement contre la fraude, il faut principalement deux choses. Il faut bien sûr la capacité analytique, analyser un grand nombre de données dans des temps extrêmement courts, en temps réel. Et il faut bien sûr de la matière. Donc, il faut être en capacité d'avoir bien sûr les données métiers, mais ce qui apporte vraiment une valeur importante, c'est aussi les données qui sont liées à l'environnement technique de l'utilisateur qui est en train de réaliser la transaction. Donc, par exemple, tu en parlais, les informations qui sont liées à la machine, des identifiants machines. Donc, des identifiants machines qui vont être créés par ThreatMetrix et qui sont capables de résister à l'effacement des cookies. Donc ça, c'est vraiment une donnée intéressante parce qu'elle permet d'agréger différentes transactions qui semblent émaner de différentes personnes, alors qu'en fait, elles émanent d'une seule personne. Et puis, il y a aussi d'autres types de données, par exemple de la donnée qui est liée au comportement. Un fraudeur, par exemple, quand il réalise une action frauduleuse de type création de compte, il va avoir en fait des réflexes d'utilisation qui vont diverger d'un utilisateur lambda, parce que lui connaît très très bien toutes les différentes étapes de création de compte, donc il va aller très vite d'une étape à l'autre. Il va par exemple copier-coller de la donnée à des endroits qui ne sont pas… par exemple, lorsque vous remplissez un formulaire, c'est très rare que vous ayez à copier, enfin que vous fassiez un copier-coller de votre nom. C'est moins rare pour les fraudeurs parce qu'en fait, ils vont utiliser de la donnée synthétique ou de la donnée volée qu'ils vont réutiliser. Donc, être en capacité à créer cette donnée supplémentaire, de la donnée qui est, par exemple, aussi liée à l'emplacement. Dans le scénario qu'on a vu ensemble, il y a le fraudeur qui initialise un paiement, la victime qui reçoit le push notification,
Donc, ce sont deux environnements qui sont complètement séparés, distants très souvent. Donc, être en capacité à mesurer en temps réel cette distance, c'est intéressant. Déterminer que ce sont deux environnements numériques complètement différents, c'est également intéressant. Être en mesure de déterminer que lors de la transaction, la personne est en ligne, c'est aussi une donnée pertinente. Être en mesure de déterminer que pendant la transaction, il y a un logiciel d'accès à distance qui est utilisé, c'est aussi de la donnée intéressante. Donc, c'est toute cette typologie de données qu'on va créer avec ThreatMetrix et qui va être ensuite analysée en temps réel pour déterminer le niveau de risque de la transaction. Oui, merci. Ça marche? Ouais. Merci, Johan. Ouais, c'est un peu plus clair. Donc, en fait, si je comprends bien, vous êtes en capacité de délivrer des scores de fiabilité avec toutes ces données. J'avais entendu aussi parler de choses qui paraissent anodines, type un clavier AZERTY, QWERTY, les langages utilisés, Voilà, tout ça en fait est mis en relation en lien en tout cas pour créer le score final, c'est bien ça. Voilà, exactement, être en mesure de détecter des anomalies. Ouais. Donc par exemple, j'utilise un clavier anglais, mais je prétends être en France. Ah oui. Je prétends être en France, mais ma time zone est une time zone qui n'est pas en France. Donc voilà, être en mesure de... En fait, c'est analyser le contexte numérique de l'utilisateur pour pouvoir créer un grand nombre de données qui vont être utilisées de façon pertinente lors de l'analyse de risque. Et alors du coup, pour en revenir sur le sujet initial, donc vis-à-vis de l'IA, quelle pertinence a l'IA sur ce genre de modèle? Alors, de plus en plus, des modèles sont utilisés pour lutter contre la fraude. Historiquement, on utilisait plus souvent des modèles experts, donc des moteurs de règles. Et de plus en plus, on utilise des modèles qui vont permettre de gérer un très grand nombre de données, de gérer, de pouvoir générer de nouvelles règles, de pouvoir faire cela de façon complètement automatique sans qu'un humain ait à gérer ce niveau de complexité. Et les modèles sont de plus en plus pertinents, intéressants pour lutter contre la fraude. C'est un très bon lien vers le sujet d'après. Justement, l'humain, est-ce que vous mettez en place des règles réalisées par... est-ce que vous en mettez encore en place, réalisées par des humains au lieu de l'IA? Quel ratio vous avez pour avoir une bonne efficacité? Alors effectivement, peut-être que je laisserai la parole à Robin sur ce sujet-là, mais avoir les deux approches, c'est-à-dire être capable de gérer ces problématiques avec des modèles et en plus la capacité de pouvoir rapidement rajouter, modifier des règles, c'est intéressant. En fait, on va pouvoir gérer sur du long terme avec du machine learning ces problématiques de fraude. Et donc, sur des aspects stratégiques et sur des aspects tactiques, donc j'ai un nouveau schéma de fraude qui survient, je m'aperçois que c'est tel et tel critère qui sont utilisés, et bien là, rapidement, je vais mettre en place des règles pour limiter ce nouveau schéma de fraude. Donc, ce sont deux approches qui sont différentes et complémentaires. Ok, c'est clair et c'est en effet une très bonne transition vers nos utilisateurs. De votre côté, quel ratio entre IA, humain, comment vous gérez finalement vos règles, vos stratégies de lutte contre la fraude? Commençons par Robin, peut-être. Donc, il y a de l'IA chez nous, il y a aussi de l'humain. On a fait le test d'utiliser l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un. Malheureusement, le test est à chaque fois plus mauvais que lorsqu'on allie les deux. Okay. Donc, il restera forcément un petit peu d'humain parce qu'il faut de l'analyse, il faut taguer les transactions frauduleuses. Il y a des comportements que la machine a du mal à étudier, surtout qu'il faut aussi un volume de données conséquent.
Donc là, nous, typiquement, après rachat par Crédit Agricole, on a un flux de données qui commence à être massif. Pour beaucoup de startups, je pense que ce n'est pas évident. Donc, il faut aussi commencer avec un petit peu d'humain. Peut-être aussi pour revenir sur ce que disait Johan sur les points de données. Nous, de notre côté aussi, donc, comme je l'ai dit, très peu de données sur le parcours pris pour faire une souscription de paiement en 3-4 fois sur un site e-commerce. Donc, on utilise beaucoup ces points de données type device fingerprint qu'on allie avec d'autres points de données, hein. Le mail, l'IP, l'IP cache, le prénom. On recrée en fait des points de données qu'on va injecter en feature de nos algos de scoring. Donc, en fait, les algos de scoring, ils vont bosser sur des tâches de fond et ils sont vraiment très, très utiles pour sortir de manière statistique. Donc, les données de LexisNexis, en tout cas du device fingerprint, vont intégrer pour partie certains de vos scores à l'acceptation. Exactement. En fait, on n'utilise pas directement des scores, on utilise des données type, là, c'est 7 identifiants machines qu'on réintroduit dans des ID chez nous, et ces ID sont réintroduits dans des algos. En fait, on les retravaille un petit peu pour les adapter à notre cas d'usage. Et donc ça, on s'en sert pour les algos de machine learning, mais on s'en sert également pour les analyses de fraude. Donc en fait, on a également des équipes d'analystes fraude qui sont super utiles et qui vont en fait regarder toutes les transactions qui sont soit acceptées, soit rejetées. Et là, on va essayer de travailler un petit peu sur des modèles qu'on appelle en toile d'araignée, où en fait, on va essayer de lier les transactions les unes aux autres, lier les clients les uns aux autres, via toutes ces données, donc device, mail, autre chose. Analyse de liens, quoi, en fait. Tous les liens, exactement. Et en fait, s'il y a des nouveaux patterns qu'on détecte que l'algo n'a pas vu, donc on va en discuter avec les équipes produits qui font les développements d'algo pour essayer d'ajouter ces features aux algos de scoring. Maintenant, les algos vont vraiment travailler sur les tâches de fond. Derrière, quand on a une attaque très ciblée, les filtres vont être très, très utiles aussi. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment complémentarité entre les deux modèles. Parce qu'en fait, quand un fraudeur il détecte qu'avec une certaine donnée, ça passe, qu'il tente 1, 2, 3 fois, il n'hésite pas, quoi. Il y va et il n'y va pas de main morte, quoi. Donc vraiment, pour arrêter des attaques très précises, très précises, on va mettre des filtres à certains moments qu'on enlèvera derrière, parce que je le redis, hein, mais l'idée pour nous, c'est d'avoir toujours la meilleure conversion client. Donc les fraudeurs, malheureusement, ils viennent faire du bruit et ils viennent tenter d'abaisser notre acceptation sur le parcours. Mais il faut qu'on garde en tête que la grande majorité de nos clients, ce sont des clients qui sont des bons clients, en fait. Donc il ne faut pas que ça les impacte à eux. Donc ces filtres-là, on les met de manière très temporaire, on les enlève. Derrière, on voit s'il est possible d'ajouter des features à nos algos pour pouvoir détecter dans le futur ce type de cas sans qu'il y ait intervention humaine. Mais donc voilà, c'est un travail de tous les jours. Et donc l'humain travaille en parallèle de l'algo et c'est très, très complémentaire. En tout cas chez nous. Très intéressant. Et de ton côté, Marco ? Je suis totalement aligné avec ce qu'a dit Robin. Nous, on n'est pas sur la transformation, on est plus sur du blocage de paiement souvent. Mais oui, par exemple, si on se rend compte demain, je dis n'importe quoi, que quand il y a un paiement différé de 1 jour, ça passe, alors que le paiement instantané, il ne passe pas, les fraudeurs, ils vont faire le paiement différé 1 jour et ils ne vont pas y aller de main morte. Et on sait qu'il y a des réseaux de fraudeurs, du coup, ils vont se partager l'information. Et donc, ça va faire un flux massif dans les jours d'après. Et sauf que si on le repère quand il y a 2, 3 fraudes, un modèle de machine learning, il ne va pas pouvoir le capter directement. Sur 2-3 exemples. Sur 2-3 exemples, il ne pourra pas le faire. Et en plus, remettre un modèle de machine learning en prod, ça prend du temps. En tout cas, chez nous, ça ne se fait pas en 1 jour. Alors que la règle, ça peut être immédiat. Donc, s'il y a une analyse qui est faite par un humain, par les analystes anti-fraude, qui voient qu'il y a cette faille-là, mettre une règle, c'est très rapide et très efficace. Et quand on aura un petit peu plus de données, si au final ça passe quand même, on pourra l'ajouter au modèle machine learning qui sera sur plus long terme, mais du coup sur les failles ou les attaques très ciblées. Comme ça, ce sera plus la règle et l'humain qui va comprendre comment est-ce que le fraudeur a réussi à trouver cette faille-là. Et on avait évoqué aussi tout ce qui était base de données graph. Est-ce que c'est des choses que vous utilisez chez BNP ?
On est au courant, on aimerait l'utiliser, on ne l'utilise pas encore. Ok. Mais du coup, c'est une manière différente de travailler et d'avoir un peu plus de liens. Je crois que Robin, vous travaillez un petit peu dessus. En fait, c'est pareil, on s'y était fortement intéressé. Maintenant, il y a quand même des compétences techniques assez fortes à avoir pour manipuler ces bases de données graphes. Et il y a aussi un coût d'accès aux bases de données graphes qui, à l'époque où on s'y intéressait, on était encore une petite startup, donc on n'avait pas ces compétences et les fonds nécessaires pour y aller. Malheureusement, je sais que des concurrents à nous le font. Je sais qu'il y a vraiment une plus-value à l'utiliser. Nous, de notre côté, on a essayé de mettre en place quelque chose d'assez similaire. Bon, c'est pas de la base de données graphes, mais c'est sur du code Python pour essayer de faire des liens entre transactions. Et c'est notamment l'ID dont je parlais avant, là, qui prend tout un tas de données pour définir un client. C'est en fait en créant cet ID qu'on utilise ce code Python qui fait un peu une activité similaire à ce que peut donner une base de données graph, quoi. Ok. Bon, ça peut venir, quoi, du coup, en fonction des budgets. Mais oui, il y a des solutions alternatives. Oui, tu voulais rajouter, Joanne? Les graphes, c'est un sujet sur lequel on travaille, qui est très intéressant parce que, contrairement à des algos où il faut faire de l'apprentissage, eh bien, les graphes, c'est non supervisé. On peut regarder, en voyant une transaction, déterminer qu'il y a une anomalie juste en regardant le graphe auquel appartient cette transaction. Donc, c'est vraiment un sujet très intéressant sur lequel on travaille et je pense qu'on sera très prochainement capable de fournir des fonctionnalités qui sont liées à l'analyse de graphes en temps réel. Ouais, tu as déjà 2 clients. Merci déjà pour ces explications, c'est très clair. L'heure tourne. On a encore un peu de temps pour évoquer le futur. Vous en l'avez brièvement, vous l'avez brièvement évoqué, tout ce qui est IA générative. Voilà, quelle position vous avez par rapport à ça? Est-ce que vous commencez à exploiter ces nouvelles capacités? Est-ce que des projets arrivent? Où vous en êtes par rapport à cette nouvelle terminologie finalement autour de l'IA? Je peux peut-être commencer de mon côté. Côté Pledge, en fait, on a plusieurs use cases sur l'IA générative. Alors, bien entendu, c'est pas encore en place. Ouais. C'est pas encore en place malheureusement, mais bon, tout ce qui est... alors, il y a un premier use case que j'imagine beaucoup d'entreprises et fintech utilisent, c'est tout ce qui est SAV, donc les chatbots, pour répondre directement aux commerçants, aux clients finaux. Très répandu, très utilisé. Donc ça va arriver aussi assez rapidement, j'espère. Et derrière, il y a aussi tout ce qui est voie, en fait, pour tout ce qui est opération de recouvrement, où jusqu'à présent, on n'avait que des agents. Alors, je me suis fait moi-même un peu avoir sur, j'imagine, quelques appels commerciaux qu'on reçoit à peu près tous les 2 jours pour nous vendre des panneaux solaires ou des choses comme ça. Et en fait, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y en a maintenant, je dirais à peu près 1 sur 3, c'est de l'IA. J'ai même entendu hier le bruit du clavier derrière. Donc, ça fait vraiment, on a l'impression d'être dans un centre d'appel. Et c'est vraiment très, très bien fait. Donc, on s'est penché un peu sur la chose pour le recouvrement. Donc, certaines startups commencent à en proposer via des prompts. On peut lui apprendre ce qu'on veut. Et pour avoir fait le test, c'est quand même assez bluffant. Donc, bien sûr, on ne veut pas remplacer nos agents par ça. Hein. L'idée, c'est d'avoir d'être plus performant et d'améliorer nos opérations. Mais on s'y penche très fortement et on espère que ça arrivera rapidement. Ouais. OK. Côté BNP? Côté BNP, pour la fraude, on n'utilise pas pour l'instant d'IA générative. Il n'y a pas de projet en cours non plus. Comme on est sur de la détection, c'est plus le machine learning qui va nous servir. Il pourrait y avoir un cas d'usage sur les réponses aux réclamations qu'il y a. Okay. Mais après, est-ce que ça vaudrait le coup d'utiliser le bazooka pour des choses comme ça? J'avais un peu commencé à travailler et c'était pas du tout l'IA générative, c'était plus un arbre de décision qui crée un texte après, un peu un texte à trous pour remplir les choses. Et du coup, il n'y a peut-être pas forcément l'utilité d'aller chercher une solution aussi complexe que l'IA générative pour faire des réponses qui sont aussi simples une fois qu'on a les données pour y répondre.
Et finalement, j'entends quand même que le seul cas d'usage que vous auriez reste en fait un cas d'usage un peu similaire à Pledge. C'est des interactions avec le client final qu'on ne peut pas prévoir et que finalement, l'IA va réussir à s'adapter à la phrase du client final, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Ce serait ça, quoi. Même si, du coup, dans le cadre des réclamations, les phrases, la réclamation, la phrase est toujours la même, c'est remboursez-moi. Donc, finalement, il n'y a pas trop d'inconnus. Ou répond oui quand il y a les cas. Du coup, les scénarios, on les connaît globalement. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'IA générative à ce stade-là, en tout cas. Et côté LexisNexis? Oui, alors. Donc, avec ThreatMetrix, on n'utilise pas l'IA générative, mais en revanche, on a fait l'acquisition récemment d'une solution qui s'appelle IDverse, qui permet de faire de la vérification d'identité en ligne. Et donc là, on va utiliser de l'IA générative pour analyser le contenu, ce qu'on voit, et déterminer s'il s'agit vraiment de la personne qui prétend être cette personne. Ok, merci beaucoup. Écoutez, en fait, peut-être qu'on peut terminer cette table ronde par quelques points d'attention lorsqu'on a préparé cet échange. On avait évoqué notamment le fait de faire ce qu'on appelle les loopbacks, donc remonter un résultat, surtout en cas de fraude, être capable de remonter l'information jusqu'à l'origine, donc jusqu'à la partie onboarding. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous arrivez à le faire? C'est souvent problématique, et particulièrement dans les grandes institutions. Il y a aussi des notions GDPR, de compliance. Comment vous arrivez à gérer ce genre de problématique? Alors, Robin, côté Pledge. Oui, c'est bon. En effet, les modèles, il faut les entraîner. Donc nous, de notre côté, il y a quelque chose d'assez simple à faire, c'est qu'en fait, on finit forcément par avoir des impayés. Donc les transactions, il n'y a même pas à les taguer, en fait. On sait qu'elles sont en impayés, donc les modèles vont pouvoir être entraînés en départageant les transactions payées et impayées. Ah oui. Mais là, derrière, le modèle est encore plus fort lorsqu'on sait lui dire que c'est de la fraude. Donc ça, en fait, on a des analystes qui vont taguer les transactions comme étant frauduleuses. Alors après, tout ça, bien entendu, les données sont très, très rapidement anonymisées pour respecter tout ce qui est GDPR. Donc tout ça a déjà été fait. Et les algos apprennent sur ces données-là, donc retravaillées par les analystes côté fraude, également les données d'impayés, et tout ça de manière anonymisée. Mais le fait d'anonymiser perd pas en efficacité sur le modèle final ou on a pas mal travaillé dessus. Okay. Au début, forcément, il y avait un petit peu de perte. Au final, on s'y retrouve bien. Okay. Donc, voilà, on pouvait pas, on est obligé de respecter tout ce qui est régulation. Bien sûr. Donc on s'y retrouve plutôt bien à la fin. Mais après, voilà, comme je le dis, nous on a aussi la facilité de se dire, on sait que la transaction est impayée, donc le modèle peut apprendre dessus, quoi. Ok. Et de ton côté, Marco, est-ce que oui, c'est aussi très important d'avoir un retour de est-ce que l'événement a été frauduleux ou pas frauduleux, parce que du coup, on utilise des modèles supervisés. Les modèles non supervisés, en tout cas de ce qu'on a testé, ils ne sont pas très efficaces. Donc, c'est important d'avoir la réponse fraude-non fraude. Et du coup, on compte sur les analystes anti-fraude qui vont appeler le client pour confirmer que c'est une fraude ou que ce n'est pas une fraude. Et c'est important que ça remonte dans nos bases de données pour qu'on puisse travailler dessus efficacement, parce que en fait, c'est la source de données, c'est vraiment ce qu'on cherche le plus important. Si on n'a pas les bons labels fraude, non fraude, le modèle il va apprendre quelque chose qui est faux, et donc il ne va pas pouvoir faire de la magie avec des données fausses. Donc c'est le plus important, c'est d'avoir des remontées de fraude qui sont fiables et le plus complètes possible, même si, comme on disait au tout début, il y en a qui passent au travers. Oui, bien sûr. OK. Merci. Peut-être pour conclure et passer à d'éventuelles questions qu'on pourrait avoir. Est-ce que vous avez visibilité, alors même si vous êtes sur la partie fraude et risque, est-ce que vous avez une visibilité sur d'autres applications de l'IA au sein de vos groupes respectifs, histoire de compléter le sujet?
Oui, sur l'IA générative, il y a d'autres sujets qui sont en cours côté BNP Paribas sur en fait, tout ce qui est interaction client, comme on avait dit, ou Bon, d'accord. Ok. donc, les retours des... c'est plus les réclamations d'ordre général, par exemple, des suggestions sur les applications, etc. Un problème, etc. Donc, il y a des outils comme ça qui travaillent sur l'IA générative et même en interne sur pour de la facilité de recherche de documents, par exemple, de documents internes, etc. Il y a des sujets là-dessus, donc rien à voir avec la fraude, mais plus IA générative, quoi. Et côté Pledge ou CAPFM? Ouais, c'est pareil, l'IA générative pour les interactions clients. Maintenant, je tiens à souligner que c'est vraiment pour améliorer les performances. Ça ne vise pas à remplacer des agents. On ne remplace personne. Exactement. Mais non, il y a beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là. Et de toute façon, c'est dans l'air du temps. Et je pense que de plus en plus, ça va venir chez tous les concurrents. Donc, il y a pas mal de projets. Il y a une équipe data qui s'occupe de tout ça au sein de CAPFM. OK. Et c'est beaucoup des interactions clients. OK. Johan, est-ce que tu veux nous faire le petit mot de la fin avant de passer aux questions-réponses? Oui, peut-être que redire ce que j'ai dit précédemment, à savoir que pour lutter efficacement contre la fraude, il faut être en capacité de créer, d'utiliser de la donnée qui est pertinente et puis être en capacité à analyser cette donnée. Et donc ça vient avec une industrialisation. On voit de plus en plus, par exemple sur ThreatMetrix, la capacité de gérer des modèles pour pouvoir complémenter le moteur de règles. OK, très clair. Merci encore pour vos interventions. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Soit en mode remote, soit sur place. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un truc qui manque aujourd'hui, que ce soit les outils, dans les équipes, dans les données que vous avez, que vous vous dites, si j'avais ça, ce serait vraiment un game changer, pour avoir un mot en anglais, dans votre parcours client et dans la fraude et dans la détection de la fraude? Ou est-ce que on est à peu près bien et c'est juste du fine-tuning au niveau des modèles et autres? On veut toujours plus de machines, de puissance, de capacité de calcul. Après, il n'y a pas des fonds infinis non plus. Mais oui, si on pouvait mettre des machines qui arrivent à processer des milliards de lignes en des millisecondes et mettre en production un modèle hyper complexe et qui répond en 10 millisecondes, ce serait magnifique. Après, c'est les limites un peu technologiques qu'il y a aujourd'hui, technologiques ou financières, pour avoir toutes ces choses-là. D'un point de vue technologique, en effet, on veut toujours plus. Moi, j'ai parlé des bases de données graphes, c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment et qui, je pense, pourrait être un vrai petit plus. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est un peu trouver la bonne donnée qui va nous permettre de stopper la fraude. Parce qu'en fait, la fraude, elle évolue sans cesse. Et donc, on apprend avec les cas du quotidien. Là, aujourd'hui, on est plutôt satisfait des résultats qu'on a. Mais qui dit que dans 3 mois, on n'a pas un groupe de fraudeurs qui va découvrir une nouvelle faille. Et donc, avec les données qu'on a, ça ne suffira pas. Donc, il faudra qu'on cherche de nouvelles données pour pouvoir les contrer. Et donc ça, en fait, ça évolue sans cesse. Et je pense que le métier de fraudeur, la fraude est devenue un métier à part entière. Donc, eux, ils ne vont pas s'arrêter. Après, je sais qu'aussi, dans ce qui passe en perte à la fin, on a aussi beaucoup de friendly fraud. Donc, des clients qui sont plutôt légitimes, mais qui se disent, bon, c'est du petit impayé, est-ce que ça ne passerait pas? Avoir mon téléphone à moitié prix ou un quart du prix. Derrière, on a tout ce qui est outils de recouvrement, fichage Banque de France. Voilà, on a des outils, mais la fraude, vraiment, ça évolue. Et donc, je pense que notre métier, j'y vois pas une fin, en tout cas, aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a encore 600 millions d'euros à trouver. Donc... Il y a d'autres questions dans la salle ou je prends une question du live?
Alors, les fraudeurs ne sont heureusement pas nombreux en comparaison des clients honnêtes, ce qui crée des classes très fortement déséquilibrées. À partir de quel pourcentage de fraudeurs dans une base est-il possible de mettre en place des algorithmes de détection de fraude? 1%, moins? Les techniques de rééquilibrage des Ça, c'est pour bases. Marco. Oui, je finis. Les techniques de rééquilibrage des bases sont-elles adaptées ou utilisez-vous d'autres techniques? Si oui, lesquelles? Alors, si on avait, alors je parle en tant que data scientist, pas en tant que banquier éthique, mais si on avait 1% de fraudeurs dans les bases, je serais très heureux. Ça ferait énormément de fraudes sur lesquelles apprendre. Le taux de fraude, je crois que tu l'as dit, Brice, au tout début, c'est de l'ordre de 0,01%. Donc, oui, on est très, très déséquilibré et donc on est obligé de faire des manipulations de la base de données. On fait, enfin, ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est le sous-échantillonnage et connaître un peu le profil des fraudes. Il y a différents types de sous-échantillonnage, mais on fait des sous-échantillonnages en sachant des choses. Enfin, par exemple, disons n'importe quoi. J'observe que dans mes clients fraudés, il n'y a aucune personne de moins de 30 ans. Et ben donc, du coup, hop, je vais enlever tous mes clients de moins de 30 ans de la base de données. Ça va énormément réduire la base totale, tout en gardant toutes mes fraudes. Ça fait que du coup, ça rééquilibre un peu. Et après, si c'est encore trop gros, on fait du sous-échantillonnage aléatoire pour réduire et améliorer le temps de calcul. Robin, si tu veux. Nous, comme je le disais avant, les fraudes, ça représente très, très peu de transactions, mais on a la chance, qui est une malchance, mais d'avoir des impayés au global. Donc, il n'y a pas que de la fraude, il y a aussi des impayés solvabilité, litiges commerciaux, bon, j'en passe. Du coup, ce qui fait un plus gros pool de données pour pouvoir laisser apprendre les modèles. Donc, c'est une chance dans la malchance. Mais donc, on se sert beaucoup de ça. Et après, exactement comme l'a dit Marco, même façon que de faire, comme ils font du sous-échantillonnage, nous on a la recherche de patterns qui vont permettre d'ajouter des features à nos algos, quoi. D'accord, merci. Vous ne parlez pas du tout de la fraude documentaire, ce n'est plus un problème. Exemple, faux bulletin de salaire, faux certificat de santé, etc. Ça, je peux peut-être envoyer. Comme je l'ai dit, nous, les parcours sont ultra fluides, donc on veut le moins de documents possible, demander le moins de documents possible. Alors après, je dis ça, mais sur le 3-4, on n'en demande pas. On est en train de lancer des produits plus longs, le 10 x CB par exemple, où là, réglementairement parlant, on sera obligé d'avoir des pièces d'identité. En fait, on sait que ce sera un petit plus pour la fraude, mais on utilise déjà beaucoup la donnée, comme ce qu'a évoqué Johan, avec le device fingerprint, IP, mail, téléphone. Donc, ce sera un petit plus de voir si la carte d'identité est bonne ou pas, mais ce n'est pas ça qui va nous permettre de déterminer si... ça ne va pas être l'élément déterminant premier de la fraude, quoi. Et côté BNP, c'est plus à l'ouverture de compte. Donc, ce n'est pas mon domaine. Je ne sais pas trop ce qui est fait, mais il me semble qu'à l'ouverture de compte, ils font des choses sur l'analyse de documents et trouver s'ils sont authentiques ou pas. Et peut-être pour compléter, puisque donc nous, on a l'événement RegTech Day et on a beaucoup de RegTech. Donc, on a énormément aussi de FinTech qui sont spécialisés sur justement la détection de fraude documentaire. Donc, c'est quand même un très, très gros sujet. Et comme tu dis, c'est souvent lié aussi à l'onboarding du client. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes parties, mais c'est un sujet qui est quand même extrêmement présent chez Finance Innovation. Et on a beaucoup de startups qui adressent cette problématique. Brice, je ne sais pas si tu veux dire un mot de conclusion. Non, merci pour vos interventions. Même moi, j'ai appris certaines choses. Donc, c'était sympa de préparer cette table ronde. Et puis, pour aller sur la pertinence des très bien, par exemple. Donc voilà. Mais non, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Donc, merci à tous. Eh bien, merci à tous. Et je vous dis donc à très bientôt.